Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Incredibles 2, Les Indestructibles 2. Il est réalisé par Brad Bird. Il est sorti au cinéma le 4 juillet 2018 et j'ai eu la chance de trouver le temps d'aller le voir au cinéma et en version originale. Alors commençons par le début, c'est un épisode que j'espère faire court parce que tout simplement je suis un très grand fan de Brad Bird, c'est un mec dont j'aime beaucoup le cinéma, aussi bien le cinéma d'animation que le cinéma en film en prise de vue réelle. Si vous n'avez pas écouté ma review sur notamment sur son film Tomorrowland, vous pouvez aller l'écouter. J'avais fait un petit HO à l'époque quand les HO faisaient 2 minutes dessus. J'en referai un probablement un jour parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce film et après tout je ne suis pas un mec qui parle trop sans raison. Donc Brad Bird, faisons la version courte puisqu'il faudrait s'intéresser à l'histoire de Pixar, ce serait très très long. Brad Bird est un des derniers arrivés à Pixar, qui a été amené à Pixar par John Lasseter. John Lasseter qui a été un des membres fondateurs de Pixar. Si vous vous intéressez à l'histoire de Pixar, il y a eu l'excellent podcast dont j'ai oublié le nom, Split Screen, qui a fait notamment un double épisode de 2 heures sur toute l'histoire de Pixar, qui est absolument passionnante, c'est génial. Vous n'avez même pas idée à quel point les mecs de Pixar sont à la source de beaucoup de choses que vous avez vues au cinéma ou à la télé depuis le début des années... milieu des années 80, début des années 90. Bref. Et donc, c'est là que j'ai appris que, notamment grâce à eux, que j'ai appris que Brad Bird avait été amené dans un dernier temps par John Lasseter, notamment parce qu'il s'était souvenu de lui, ils avaient fait leurs études ensemble et qu'il trouvait que c'était un réalisateur qui avait quelque chose à montrer. Et mon Dieu, qu'il avait raison. Les Indestructibles était donc le premier film de Brad Bird en animation 3D. Il avait réalisé et fait ses preuves avant chez DreamWorks, si je ne dis pas de bêtises, avec Le Géant de Fer. Excellent film, un petit chef-d'œuvre que je vous conseille aussi, dont je ne parlerai pas là parce qu'un jour ou l'autre je ferai une review dessus. Même si c'est pas mon préféré de Brad Bird, c'est un film absolument génial. Et donc il réalise Les Indestructibles, qui est un film un peu charnière puisque c'est le moment, c'est le réalisateur que John Lasseter fait venir à Pixar Studio pour dynamiser un peu la réalisation, pour casser les codes, faire sortir un petit peu les animateurs de leur gonds, leur faire créer autre chose. Et il faut comprendre que quand on est à une équipe de gens qui sont habitués de faire de la 3D et qui ont une maîtrise d'une technique, ils ont tendance à s'endormir sur les limites de cette technique et ils arrivent, même scénaristiquement, même avec les idées d'histoire de film, ils n'arrivent plus à pousser inconsciemment cette technique dans ses limites. Pour vous faire la version courte de ce que je suis en train de dire, c'est quand on sait, par exemple, quand tu sais que le logiciel que tu vas utiliser ou la caméra que tu vas utiliser a certaines limites, inconsciemment, tu penses plus à des plans ou à des images que tu ne pourrais pas faire à cause des limites de ton matériel. Et justement, John Lasseter, à un moment donné, il a fait venir Brad Bird parce que Brad Bird, c'était d'abord et avant tout un raconteur, un metteur en scène. Pas un metteur en scène de film d'animation, un metteur en scène tout court. C'est un mec qui pense d'abord au film tel qu'il veut le voir, et il essaie de faire en sorte d'y arriver le plus possible. Et ayant conscience de sa pugnacité, de sa précision aussi, puisque Le Géant de Fer est quand même un film très précis, John Lasseter l'a fait donc venir en espérant qu'il ait une idée de projet qui pousserait encore plus Pixar à aller plus loin. Notamment parce que, je fais une autre parenthèse dedans, Pixar a eu ce talent pendant un moment, une quinzaine d'années, peut-être un peu moins maintenant je pense, voire plus, à se remettre en cause très profondément, à envisager beaucoup plus le travail d'écriture, le travail de construction d'un film de manière beaucoup plus acrobatique que simplement dire une fois que le scénario il est bien, il est écrit, on peut aller réaliser et on avance. Ce qui est un peu le cas à Hollywood, il y a un petit côté, une fois que c'est écrit, on change rien à la réalisation. Si on doit faire des reshoots, c'est une fois qu'on a fait un premier montage pour être sûr que ça rentre bien à tel endroit. Bien sûr, c'est intelligent parce que ça évite de perdre de l'argent, mais au niveau créatif, c'est pas forcément très malin parce que ça enlève de l'organicité au geste créatif. Il arrive très souvent que quand on commence un scénario, on l'écrit, on commence à le tourner, à faire des images, à créer de l'image, à être quasiment dans une forme de post-production, notamment en termes d'animation 3D, et on se rend compte qu'il y a un gros truc qu'on a raté, que c'est mou, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dynamique, qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du truc. Et bien là, c'est très fort, c'est les producteurs qui doivent à un moment donné avoir la capacité d'entendre artistiquement. Si on reprenait tout au début, on remet tout à plat, on stoppe la production, on remet tout à plat, on se donne 3 mois, on réécrit. Et tant pis, on sera à la bourre à la fin, mais on aura un meilleur film. Et bien Pixar, ils ont cette force-là, ils l'ont eu très tôt, et notamment en faisant venir un mec comme Brad Bird qui avait cette capacité à un moment donné aussi à dire faut réécrire, ça ne suffit pas. C'est un mec qui est arrivé en leur disant clairement Toy Story, j'aime bien,
mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du truc. Enfin voilà, c'est ça qu'attendait John Lasseter, et il savait très bien que Brad Bird allait arriver avec son caractère. Pour vous donner une échelle d'idée, Brad Bird, il y a un petit documentaire sur la version collector du DVD des Indestructibles. Excusez-moi, j'ai un rhume qui passe pas. Évidemment, j'ai chopé un rhume en pleine canicule, ce qui est très pratique. Donc vous m'excusez, je renifle un peu par moment. Donc Brad Bird, dans un des making-of des Indestructibles, il y a un mec qui chante une chanson, un des techniciens, et il l'appelle le gorille de 100 000 tonnes. Parce que tout simplement, il leur demandait constamment des trucs impossibles à faire ou qui semblaient impossibles à faire en 3D. C'est assez impressionnant de voir la différence entre le film qui est juste avant Les Indestructibles et Les Indestructibles en termes de rendu 3D. Alors c'est pas flagrant parce que tout simplement Pixar a toujours eu cette capacité à se remettre en cause profondément de film en film et à pousser la technique de plus en plus loin. Mais c'est vraiment sur des détails. Il y a plein de détails dans le film qui sont d'une organicité folle. Le feu, la poussière, la jungle, tout un côté extrêmement, extrêmement complexe à réaliser en 3D que Brad Bird a rajouté parce qu'il le voulait, parce qu'il sentait que le film avait besoin de cette organicité-là pour fonctionner. Et c'était impressionnant à l'époque, j'étais allé le voir à l'époque, c'était mon ex qui m'avait traîné, puisqu'à l'époque je connaissais pas Brad Bird, j'étais pas spécialement fan des Toy Story ou des films de dessins animés, notamment parce qu'il y avait des chansons et que ça me cassait les pieds, que le côté comédie musicale décidément me posait déjà problème. Et j'étais un peu allé à rebours et j'avais pris une claque mais monstrueuse parce que le film était dynamique, bien raconté, complexe dans ce qu'il racontait, complexe dans ce qu'il évoquait. Il allait sur des points moraux très ambigus pour un film pour enfants, entre guillemets. Et en plus, il poussait la 3D à un niveau d'animation que j'avais pas vu. J'avais l'impression d'avoir des personnages se mouvoir dans un univers cohérent. Et oui, ça pouvait être sale, ça sentait la chaleur, ça sentait le soufre, la poudre. Il y avait comme ça dans la mise en scène une radicalité d'un seul coup qui était une sensation de radicalité qui est en fait juste due au fait que c'était réalisé avec ambition dans les images. Et c'est exactement ce qu'espérait John Lasseter. Donc, Brad Bird, la carrière de Brad Bird doit quand même beaucoup à John Lasseter qui l'a fait venir au bon moment et qui lui a donné les coups des franches malgré que c'était un mec très difficile. C'est une tête de l'art, Brad Bird, il faut réussir à le faire bouger. Mais c'est un mec très intelligent, il faut m'entendre, suivez-le sur Twitter, vous verrez, c'est un mec qui a de la répartie, mais que je trouve être très précis dans ce qu'il dit. C'est assez impressionnant, c'est rare de toute façon les réalisateurs de films d'animation qui ne sont pas précis. Ils sont très très précis en général. Et c'est son cas aussi à lui, c'est le cas de Satoshi Kon, j'en parlerai dans d'autres vidéos à l'occasion. Bref. Tout ça pour dire que Les Indestructibles 1 est donc... je vais peut-être poser un petit peu le pitch parce que ça va poser un petit peu celui du 2 un tout petit peu. Pardon, excusez-moi. Les Indestructibles 1 se passe dans un univers où les super-héros, alors qu'ils étaient jusque-là admirés et appréciés, sont interdits parce qu'il y a eu des plaintes, notamment contre le personnage de Monsieur Indestructible, d'un gars qui voulait pas être sauvé par Monsieur Indestructible. Bon, évidemment, c'est un peu absurde. Et on les interdit parce qu'on estime qu'ils causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Sur ce parti pris de départ qui est très très discutable, n'hésitez pas à voir les vidéos notamment de Durandal là-dessus, qui conspuent littéralement Captain America Civil War, mais aussi les Indestructibles 1 et 2 sur cette question. Point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais peu importe, j'y reviendrai plus tard. Et donc dans cet univers, les super-héros sont interdits et doivent se refaire une vie et... cacher le fait qu'ils étaient des super-héros, et donc on retrouve Monsieur Indestructible au début, qui fantasme en écoutant les la radio de la police pour aller faire des interventions en loose day, quitte à se faire arrêter et à devoir faire déménager sa famille pour la 20e fois, enfin bref quoi. Et donc avec sa femme qui aussi est une ancienne super-héros qui s'appelait Elastigirl, ils ont 2 enfants qui ont aussi des pouvoirs, et un 3e bébé qui s'appelle Jaja qui lui n'en a pas. Mais voilà, ils essaient de reconstruire leur vie alors que pour Bob, Monsieur Indestructible, la vie est très frustrante, il est employé de bureau d'assurance, il essaie d'aider les gens, mais en fait il est tombé sur un patron qui est un gros connard et qui veut pas aider les gens du tout, qui veut juste faire du profit sur les assurances. Donc voilà, on est dans un contexte extrêmement sympathique, réaliste malheureusement. Et en l'occurrence, pourquoi je racontais ça? Parce que sur cette base... Vous avez déjà, dans le pitch que je viens de vous donner, je ne veux pas déflorer Les Indestructibles, c'est vraiment un excellent film à voir si vous ne l'avez jamais vu. Je vous le conseille sans problème, c'est un excellent film d'animation, un excellent film de super-héros, un excellent film tout court, un petit chef-d'œuvre. Un petit chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot. Je ferai probablement un après le film dessus, donc peut-être même un avant le film dessus, bref.
Je vais pas trop développer, mais tout ça pour dire qu'il y avait tout de suite, dans l'écriture de Brad Bird, il a amené une forme de maturité qui était juste bien placée. Un contexte qui est celui d'un film d'enfant, on interdit des super-héros, ce qui est un peu absurde, mais de l'autre, toute une mise en contexte, le travail de bureau de Bob est stylisé, mais pour être accessible à des enfants, à des ados, et en fait ça vise toute la famille tout simplement, mais en même temps, dans une dynamique qui ne laisse pas de place au fait qu'on se dise bon bah c'est pas un film pour enfants, on s'ennuie, ça manque de tension. C'est globalement très juste. Un des trucs impressionnants des Indestructibles 1, c'est à quel point chaque personnage de la famille trouve une place très forte dans l'histoire, que ce soit Violette, la fille qui est adolescente, qui a du mal à s'affirmer, dont le pouvoir est l'invisibilité, donc évidemment complexe d'adolescence, avoir envie de disparaître, que le film exploite de manière très drôle d'ailleurs, enfin pas forcément hilarante, mais ça fonctionne bien. Flash qui est le petit frustré, qui est le petit frère nerveux, qui court plus vite que tout le monde, mais qui entre guillemets peut pas l'utiliser, et qui donc le vit un peu mal, qui prend la tête à sa sœur dès qu'il peut, enfin vous voyez, ça fonctionne très bien. Bob qui est donc frustré par son travail, qui adore sa famille, ses enfants, mais qui clairement veut être un super-héros et qui est obligé de faire un boulot frustrant au possible, ce qui bien sûr va amener des problèmes. Et Hélène, la mère, qui est l'ancienne Elastigirl, qui elle s'est complètement fondue dans la vie de famille et qui n'a pas de soucis par rapport à ça, mais qui se rend pas compte qu'elle demande peut-être un poil trop de frustration à sa mari, même si globalement dans le 1, c'est Bob qui a tort. Je fais court, mais il n'y a pas trop de suspense là-dessus, c'est Bob qui merde quand même bien. Et c'est maman qui est obligée de réparer. C'est aussi un des trucs très forts de la cinématographie de Brad Bird. Souvent les hommes font n'importe quoi et c'est les femmes qui réparent, qui sont obligées de sauver la situation. Dans Tomorrowland, l'héroïne est une jeune femme et elle est obligée de réparer les conneries de deux mecs. Donc voilà, ça vous donne bien plus âgé qu'elle. Bref, ça vous donne un petit peu le pitch ou l'idée. C'est la même chose dans Ratatouille. Bref, vous verrez par vous-même. Donc voilà, excellent film, chef-d'œuvre absolu, qui donne lieu ensuite à d'autres films. Brad Bird réalise notamment Ratatouille ensuite. Il va réaliser 2 films live, le très très bon Mission Impossible Ghost Protocol, le film qui a beaucoup divisé ensuite Tomorrowland, mais que je trouve vraiment très bon, qui a été critiqué je trouve de manière un peu rapide, parce que tout simplement Brad Bird a souvent bossé pour Pixar et pour Disney. Il se trouve que Tomorrowland a été commandé par Disney, et c'est un film qui est fait dont le point de base est une attraction centrale, ou l'image, la fameuse image iconique de Disney, le parc Disney World, pardon. Donc, j'entends la critique, il y a un petit côté, on commence un film sur une image commerciale. Mais le film va tellement plus loin, c'est un film qui est tellement déprimé dans le fond, que j'ai vraiment pas trouvé cette critique cohérente ou qu'elle renvoyait justesse à ce film. Je reviendrai dessus en détail à l'occasion, tiens, il faudra répondre à tout ça, remettre ça un peu à plat. Alors, mettre les choses d'équerre un peu. Non, je caricature. Bref, il a fait 2 bons films avec des acteurs, et donc il revient, si je dis pas de bêtises ensuite, avec donc Les Indestructibles 2, suite qu'on n'attendait pas forcément. Alors, si on ne connaissait pas Brad Bird, il se trouve que moi je le suis un peu, il a été très honnête, alors que je crois qu'il y avait Cars 2 ou 3 qui était en train de se faire. Beaucoup de gens le tannaient parce qu'on était dans une période de 2 ans où Pixar n'avait rien sorti de génial. Il y avait eu Wall-E qui était absolument fabuleux. Si vous n'avez pas écouté ma review dessus, je vous y renvoie bien gentiment. Voilà, il y avait la suite du monde de Nemo, Finding Dory, qui était en train de s'écrire, qui allait être produite, et on revenait souvent vers lui en disant Les Indestructibles 2, Les Indestructibles 2, blablabla. Et il a répondu toujours la même chose, c'est « J'ai pas encore d'histoire en tête, et je raconterai une histoire quand j'en aurai une. Je ferai pas de suite pour faire une suite. » Et je pense que c'est vrai, je pense que c'est un réalisateur qui a toujours été droit dans ses bottes sur ce genre de principe, même s'il l'a dit lui-même, Tomorrowland était une commande à la base basée sur cette image iconique d'un parc futuriste de fantasmé, une attraction fantasmée par Walt Disney, Walt Disney, puis par Disney ensuite production, hein, je sais pas comment dire, par Disney tout court. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, perso, que ce soit Tomorrowland ou le Pirate des Caraïbes, notamment les 3 premiers, hein, pas les 2 qu'on a eu là, mon Dieu Seigneur, mais le 1, 2, 3, moi, si Disney produit des films adaptés de leur propre parc d'attractions, de leur propre attraction qui ont ces qualités-là, je me fous complètement que l'attraction soit à Disney. De toute façon, moi j'y vais pas à Disneyland, j'en ai rien à branler. Excusez-moi d'être vulgaire, mais je m'en fiche. Ça ne m'enquiquine pas. Si les films sont bons, ils sont bons. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est une critique que j'entends sur les Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est basé sur une attraction, c'est mercantile, machin. Oui, non, mais d'accord, mais ensuite il y a les films en eux-mêmes, quoi.
Il y a des critiques à faire sur ces films-là, mais cette critique-là, elle me rend dingue, parce que je vois pas en quoi elle enlève des qualités au film en lui-même. Bref. Et c'est un peu pareil sur Tomorrowland, qui a été attaqué là-dessus. Ok, matez le film, parlez du film, par contre, ça m'intéresse plus. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, 2015 est annoncé Les Indestructibles 2, à ma grande surprise, parce que c'était quand même 11 ans, plus de 11 ans plus tard, parce que je crois que Les Indestructibles 1 date de 2003. J'étais un petit peu en mode, ouais, bon, bah d'accord, une suite, ok, bah écoute Brad, je te fais confiance, on attend la suite, hein. Moi j'ai jamais été déçu avec tes films, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Et donc j'ai enfin pu voir La Bête au cinéma. Commençons par le pitch. Bob Parr et sa famille sont donc redevenus des super-héros juste après avoir vaincu Syndrome à la fin des Indestructibles 1. Un nouveau méchant, alors qu'ils sortent d'une sortie en famille, arrive, le Démolisseur, et il sème la désolation dans la ville, malgré les actions combinées de la famille indestructible. Les destructions sont tellement énormes que la famille Parr est de nouveau obligée de se cacher, car effectivement, bien qu'ils aient fait quelque chose de bien à la fin du premier, les super-héros sont toujours illégaux. Et là, un mania et sa sœur, deux milliardaires, les rencontrent, demandent à rencontrer notamment Bob et Elastigirl et Frozone, en leur proposant de faire revenir les super-héros à l'aide d'un projet marketing extrêmement huilé. L'idée est simple, c'est de faire en sorte que les super-héros aient une meilleure image. Les gens avaient essentiellement vu les destructions et pas le sauvetage. Et donc, pour les aider à faire ça, ils mettraient sur leur combinaison notamment des caméras pour voir le point de vue des super-héros et voir qu'ils font beaucoup plus de sauvetage qu'ils ne font de destruction. Le point de vue marketing est intéressant, Bob est emballé, malheureusement pour lui, ce n'est pas avec lui qu'ils veulent commencer, puisqu'il a tendance à détruire beaucoup plus de choses que Elastigirl. Il demande donc à Elastigirl de devenir le fer de lance de leur projet. Et la situation familiale s'inverse donc, Elastigirl devenant celle qui travaille en tant que super-héroïne, ce qui frustre énormément Bob qui a du mal à le cacher, mais en même temps Bob veut absolument la soutenir, puisqu'elle l'a toujours soutenu quand il travaillait, quand il était super-héros, quand il a fait le super-héros, elle a été encore derrière lui. Il doit donc s'occuper de la famille et donc être le père de famille, chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et malheureusement pour lui à ce moment-là, non seulement Jack révèle ses pouvoirs, et il en a beaucoup, ce qui le rend très difficile à regarder, Violette se rend compte que son petit copain, on lui a effacé les souvenirs sous prétexte qu'ils avaient mis le bordel avec les indestructibles, et du coup elle n'est plus avec et fait la gueule à son père. Flash a des problèmes en maths, ce qui fait que Bob doit se remettre aux maths qu'il n'avait plus fait depuis des années. Évidemment, ça l'épuise, c'est extrêmement difficile, mais tout cela serait trop facile si, en plus, un ennemi venait d'apparaître dans la vie de super-héroïne de Elastigirl. J'ai oublié son nom. Zut, excusez-moi. Le méchant du film, c'est un mec qui hypnotise, l'hypnotiseur, je crois, si je dis pas de bêtises, qui utilise les écrans pour hypnotiser. Voilà. Excusez-moi pour ce pitch un peu approximatif, mais j'ai pas pu prendre de notes, j'ai pas eu le temps, j'étais pas mal malade, et je me suis dit, il faut que j'arrête d'attendre avant de vous faire ce retour, donc je vous le fais un peu à chaud comme ça. Voilà, au moins ça collera avec le nom de l'émission. Donc, pitch plutôt simple. Grosso modo, c'est un miroir inversé du premier film, mais subtilement différent, puisque dans le premier film, encore une fois ici, Hélène assume beaucoup mieux le rôle de super-héros que Bob dans le premier, et ça tourne essentiellement sur le fait que Bob est en difficulté à être père de famille. Alors, je vais me permettre de faire un petit retraçage sans trop spoiler du trajet des personnages dans le film, pour pointer une première chose qui est assez évidente, même si globalement, je le dis tout de suite, j'ai aimé le film et j'ai passé un très bon moment et je pense que je vais revoir Les Indestructibles 2 avec beaucoup de plaisir. Je pense pas que Brad Bird avait quelque chose d'aussi fondamental à raconter dans ce film-là que dans le précédent. Même si sa mise en scène fait encore le café, mais c'est juste impressionnant. Je reviendrai là-dessus après. Donc, pour revenir sur le trajet des personnages, commençons tout simplement par Bob. Bob devient donc père de famille, est confronté à beaucoup de difficultés, au rejet de sa fille qui trouve que c'est à cause de lui qu'il a merdé sa vie amoureuse. Notamment, il essaie de réparer les choses en étant encore plus maladroit, dans une séquence assez géniale où Violette crache du coca par le nez. Très très bonne séquence qui fonctionne vraiment très bien. Il est confronté à Flèche qui a besoin de lui pour des cours, il a pris l'habitude à faire ça, mais finalement ça c'est quelque chose qu'il arrive à gérer assez vite.
Et puis, je spoil à peine, hein, excusez-moi. Et évidemment, les pouvoirs de Jack Jack arrivent, et là, c'est le délire complet, puisque comment trouver Jack Jack, puisqu'il est capable de faire, entre autres, de passer dans une autre dimension, bref. Vous allez voir quand vous verrez le film, et je vous conseille de le voir. C'est complètement dingue ce qui arrive à Jack Jack. Et je veux vraiment pas spoiler, parce que c'est très très drôle, et ça fonctionne vraiment très bien. Grosso modo, le trajet de Bob est intéressant, puisqu'il a toujours cette base qui était déjà dans le premier, de dire que c'est des vraies histoires de famille. Donc Bob doit garder les enfants. On va dire, c'est pas un cliché, mais c'est un stéréotype qui a la vie dure parce qu'il a tendance à être vrai. La plupart du temps, les pères de famille ont plus de difficultés que les mères de famille. Je viens dire la plupart du temps. Du coup, le présenter comme ça fonctionne assez bien. Je trouve que ça parle à n'importe quel spectateur assez rapidement. Il y a le côté gauche du papa qui ne sait pas forcément faire à manger, qui s'occupe de bébé de manière un peu, comment dire, un peu limite. Si un bébé est souvent en danger, il y a la limite de se tuer, je caricature, hein, parce que le film annule ça de manière un peu discutable. J'en reparlerai après de cette sensation de danger qui est là et pas là. C'est un peu bizarre comme choix de mise en scène de la part de Bird, bref. Le fait que voilà, il est complètement à la masse des problèmes d'une adolescente, au moins au début. Et du coup, on a un trajet, je veux pas spoiler, mais grosso modo, qui est dynamique. Le film est vraiment dynamique dans sa mise en scène, mais je trouve pas qu'il y a la même intensité dans ce trajet par rapport au trajet du premier film. Notamment sur des éléments très forts, notamment dans le rapport à la mort. Bob est confronté à la mort dans le premier de manière frontale. Je vous passe les détails, mais c'est un des rares films de super-héros bien avant, bien avant Avengers Infinity War, ou encore Watchmen, où on voit un véritable génocide de super-héros. Séquence terrible, glaçante, extrêmement forte, et qui était une manière très intelligente d'ancrer le film dans une sorte de dureté, quoi. C'est-à-dire les super-héros risquent réellement leur vie. C'était quelque chose qui était fait de manière subtile, c'était pas du tout à l'image, ou presque pas. Je ne spoile pas, il faut aussi voir le 1. Mais ça marchait très très bien. On n'a pas le même niveau de danger dans le trajet de Bob, et paradoxalement non plus dans celui d'Hélène. On sent qu'il y a quelque chose de grave qui peut se passer. Grosso modo, il y a quelque chose qui, et je vous passe les détails, vous le découvrirez en voyant le film, met en danger le projet de réinsérer les super-héros et en provoquant d'énormes catastrophes. Mais il n'y a pas, à un moment donné, on ne passe pas le cap au-dessus du projet, notamment du méchant des Indestructibles 1, de Syndrome, qui était quelque part, pour préparer son projet, il avait tué énormément de super-héros, et ensuite il allait créer des destructions massives qui étaient très 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 violentes. Notamment parce qu'en plus, on voit à la fin qu'il allait en perdre le contrôle, ce qui est quand même assez génial. Je spoil à peine, hein, vous verrez, ça ne dérange pas dans la lecture du film, parce que c'est pas le nœud central des Indestructibles 1, mais j'aime bien faire la comparaison parce que, clairement, dans le 2, il n'y a pas cette intensité-là. Le méchant est réussi en termes de mise en scène, il est réussi en termes d'écriture, et je ne veux pas spoiler, vous découvrirez. C'est pas une surprise, je pense, parce que le film ne joue pas sur cette surprise-là, et ne veut pas clairement jouer là-dessus, sur la découverte de qui est le méchant, puisque c'était déjà le cas dans le premier, hein. Qui est le méchant, c'est quelque chose qu'on découvre à un moment donné. Mais en l'occurrence, on a, je trouve, une perte d'intensité, qui est un choix assez étrange venant de Brad Bird, puisque c'est un mec qui a tendance à vouloir emmener les films vers une certaine forme d'intensité. Je vous renvoie à un détail de Ratatouille, où le personnage principal est un rat, et à un moment donné, son père lui donne un exemple, et il lui montre des rats pendus littéralement dans des pièges à rats, dans une vitrine de magasin de pièges à rats, et ainsi de suite, de dératiseurs. C'est très très violent comme image, c'est très très fort, et c'était vraiment une manière à chaque fois dans ce film de ramener les spectateurs, aussi bien plus jeunes, notamment les plus jeunes, vers cette idée que la mort est quelque chose de radical, de dangereux, de macabre, qui donne de l'intensité à l'histoire et qu'il faut du coup assumer. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, eh ben, c'est un peu absent. C'est un peu absent, il manque ce truc, il manque cet effet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité, mais ça n'arrive pas à ce niveau d'intensité, il faut m'entendre. Notamment parce que dans le trajet d'Hélène, puisque je voulais vous en parler aussi, elle est confrontée très vite à des catastrophes très fortes, les séquences sont excellentes de dynamisme, l'utilisation de ses pouvoirs est à chaque fois brillante, spectaculaire, classe à regarder, notamment avec sa moto, vous verrez, je spoil rien, c'est vraiment classe. Il y a des effets physiques, on sent vraiment que les animateurs et Brad Bird se sont amusés à pousser vraiment
les pouvoirs des super-héros dans leurs limites pour, encore une fois, nous offrir des séquences spectaculaires, mais aussi qui montrent à quel point c'est des super-héros. C'est d'abord des gens qui ont appris à utiliser leurs pouvoirs de manière très dynamique. Et évidemment que ça exagère, évidemment que c'est trop spectaculaire, évidemment que ça va trop loin, que c'est un peu what the fuck. Mais c'est spectaculaire, donc l'effet waouh fonctionne, et comme l'effet waouh fonctionne, on adhère et on est dans l'action. Et ça, il y arrive toujours très très bien. Le film est à ce niveau-là un exemple de mise en scène, c'est brillant. Je vais revenir sur certains exemples après, sur certains détails. Mais donc Hélène est confrontée au méchant, au grand méchant du film, très vite, doit éviter des grosses catastrophes, elle les évite, mais le méchant, le grand méchant, même si son plan est implacable et très dangereux, et qui a un côté frustrant pendant toute une partie du film, qui fonctionne assez bien, et qui malheureusement, je trouvais un petit peu cassé facilement, notamment parce qu'il hypnotise les gens, et qu'à un moment donné, on arrive à... Comment on retourne le fait qu'il hypnotise les gens est un peu, je trouve un peu rapide, un peu... On sentait pas la même difficulté qu'avait eu la famille, notamment à contrecarrer finalement les plans de syndrome, notamment en combattant l'Omnidroid 9000, le gros robot qui est l'ennemi du 1. Et ça, c'est vraiment dommage parce que... Excusez-moi, j'ai un peu spoilé. Désolé. C'est vraiment dommage parce que voilà, ça enlève... je sais pas, il n'y a pas cette même sensation de danger ou de difficulté à la fin du film. Même si... Clairement, je ne veux pas spoiler, les adversaires de fin sont très très bien. Et le retournement de l'image des super-héros, notamment directement dans la narration, fonctionne vraiment bien. Notamment les nouveaux super-héros qu'on découvre, leurs pouvoirs et ainsi de suite, leur utilisation dans la narration, ça marche très très bien, notamment pour ceux qui sont des antagonistes. C'est classe, mais je reviendrai là-dessus après. Mais tout ça pour dire que le trajet de Hélène finalement est encore assez lisse. Elle devient super-héros, rencontre ce fameux méchant, et au final, elle doit, entre guillemets, la famille doit se ressouder, tout simplement, elle finit par se ressouder dans la famille, je ne veux pas spoiler plus que ça. Mais grosso modo, je trouve son trajet relativement lisse. Disons qu'elle se fait avoir parce qu'elle a des principes un peu trop raides, et voilà. Mais le film n'a rien à dire là-dessus, c'est juste que Hélène est très bien. C'était pas un problème dans le premier parce qu'elle n'était pas centrale et qu'à un moment donné, la seule chose qu'elle fait de mal, c'est de vraiment penser que Bob la trompe alors qu'il la trompera jamais. Mais le film dans la mise en scène joue aussi sur de l'ambiguïté par rapport à ça. Je reviendrai dessus dans un après-film de toute façon. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas cette dose-là. Il n'y a pas cette ambiguïté-là. Il n'y a pas... Je m'attendais par exemple à ce qu'il aille beaucoup plus loin dans le fait que Bob soit épuisé par la famille jusqu'à un moment être prêt, pas à abandonner. Par exemple, il aurait pu abandonner à un moment donné, être vraiment irresponsable, sous prétexte qu'il a envie d'être super-héros. J'aurais trouvé ça un peu excessif, mais pourquoi pas. Ou alors il aurait pu, j'en sais rien, donner ses enfants à garder à quelqu'un d'autre, à Frozone ou à Edna ou à n'importe qui, de manière complètement, on va dire, presque... pas forcément mauvaise, mais en disant voilà, gardez-le, il faut que j'aille aider votre mère, en se prenant pour ce qu'il n'est pas et en créant plus de problèmes qu'il n'en résout. Mais je trouve que ça aurait au moins eu un nœud un peu plus puissant dans le film que là tel quel, puisque vraiment il s'engage au début à s'occuper des enfants, il le fait techniquement jusqu'au bout. Il n'y a pas de dérapage réel dans l'histoire. Ça manque. Alors qu'il y en avait un clairement très tôt dans le premier, c'était vraiment la complication du film. Là, ça manque un peu. C'est pour ça que j'avais besoin de vous parler des trajets, notamment des deux parents. Mais les trajets des enfants sont un peu pareils. Violette se confronte à son père, puis finalement ça se résout de manière très rapide, je trouve, trop rapide. Et finalement, enfin, ça se résout c'est un peu décevant parce que ça se résout en forme de oui je veux pas, non je veux plus, vous m'énervez, et puis oui finalement je veux. Donc ça c'est un peu plus faible en termes d'écriture, soyons honnêtes, maintenant que j'y pense. Et pour Dash, Flèche, dans la version française, donc le petit garçon super rapide, on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a des problèmes en maths, il fait un peu le foufou dans la maison, il a un trajet finalement assez... Ben voilà, il veut pas s'occuper de Jack, mais il en est obligé, enfin, voilà. Ça va pas très loin. Alors que dans le premier, il avait vraiment un trajet du genre, il est frustré de pas pouvoir utiliser ses pouvoirs, et enfin ses parents le comprennent et trouvent un moyen, l'aident à pouvoir utiliser son potentiel sans projeter, dans le cas de Bob, ses fantasmes sur lui, ou dans le cas d'Hélène, d'avoir trop peur qu'il existe par lui-même à un moment donné, parce qu'il faut bien qu'il vive sa vie. Là, dans le deuxième, j'ai même du mal à trouver un vrai trajet à Flèche dans l'histoire. Ben, il se rapproche de sa sœur, ils finissent par faire un petit groupe avec Jack et sa sœur qui fonctionne bien, mais
Je ne sais pas si ça va réellement au-delà de ça. Est-ce qu'il a un vrai trajet dans le film, finalement, Dash? C'est une bonne question, ça. Je trouve pas. Donc voilà, je voulais simplement vous pointer le fait que ce film est moins bien écrit. Il est moins bien écrit que le 1, donc c'est un petit peu décevant. Est-ce qu'il a été produit un peu vite? Peut-être. Est-ce que Brad Bird avait vraiment quelque chose à raconter? Je reviendrai là-dessus après, sur le fait notamment de cette idée de suite directe. Je crois que ça a été critiqué par d'autres, mais je vais en parler plus frontalement. Tout ça pour dire, au final, on se retrouve avec un film assez étrange, très bien mis en scène. Parlons de la mise en scène tout de suite, il y a des choix de lumière notamment qui sont excellents. Il y a toute une séquence où Elastigirl est à la recherche de son adversaire et arrive à retrouver sa cachette. Et elle rentre dans la cachette, et là il y a un côté quasiment glauque, flippant, avec des plans comme ça, on est vraiment dans un repère de méchants. Et elle finit par être enfermée dans une pièce qui devient stroboscopique, vous verrez comment. Elle doit combattre les yeux fermés, ça fonctionne très très bien comme séquence. Les coups, notamment donnés qui se donnent avec le méchant et elle, sont vraiment violents, c'est physique, c'est très fort comme séquence. Il y a des petits moments comme ça de génie de mise en scène chez Brad Bird qui fait qu'elle est confinée dans une pièce comme ça stroboscopique, ça rend la séquence très agressive, presque dure à regarder par moments. J'espère que personne qui sont calculés la séquence pour pas provoquer des crises d'épilepsie parce que ça clignote quand même pas mal. Mais ça fonctionne vraiment très très bien, il y a un côté film d'un seul coup glauque, flippant, et c'est la mise en scène qui fait ça. L'écriture n'est pas au niveau, je trouve, d'intensité de cette mise en scène, mais la mise en scène le fait bien. Et là, quand même, il faut rendre un coup de chapeau à ce mec. Je trouve que le scénario est globalement moyen. Mais par contre, la mise en scène, waouh, quoi. Purée, qu'est-ce que c'est bien foutu. J'avais déjà parlé avant des scènes d'action, des différents sauvetages faits par Elastigirl, le tout premier face aux démolisseurs, c'est hyper spectaculaire, c'est très très bien foutu. Il y a une dynamique entre les personnages, une dynamique dans la mise en scène qui est d'une précision, le découpage notamment est assez génial, on sait toujours qui est où et fait quoi, enfin, c'est extrêmement précis, quand un personnage disparaît on sait pourquoi il est plus dans le champ, enfin, c'est impeccable, hein, et tout ça vient de manière très fluide et dynamique. C'est vraiment un réalisateur à étudier si on veut apprendre la mise en scène de cinéma et le découpage. Ce type est une leçon. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, que ce soit Ghost Protocol, que ce soit Tomorrowland, que ce soit ces films d'animation avant, matez-les tous parce qu'à chaque fois il y a des choses à apprendre, mais de très 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 efficace. Excusez-moi de rajouter, mais c'est un mec efficace. Il sait comment dynamiser une séquence et quand il a bien choisi son choix de mise en scène, il y va à fond. Il exagère, il utilise des plans qu'on ne voit pas dans les autres films d'animation. C'est ça qui est incroyable, c'est à quel point lui, ça reste du cinéma. On tombe jamais dans le gimmick du film d'animation, c'est-à-dire le plan qui va utiliser la 3D pour la belle 3D. C'est de la mise en scène d'histoire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une grande qualité quand on fait de l'animation, notamment à ce niveau de détail. Donc on a cette séquence notamment de très réussie, qui est d'un seul coup dans un autre ton, qui est un film un peu glauque, un peu angoissant comme ça, face à l'hypnotiseur. On a toute la séquence finale aussi avec le combat contre des antagonistes à super pouvoir qui marche vraiment bien. Avec notamment une omniprésence d'un jeu comique autour du personnage de Jack Jack. Oui, j'ai pas parlé du trajet de Jack Jack, puisque Jack Jack est clairement un comic relief dans le film. Petite parenthèse tout de suite, probablement beaucoup trop présent par rapport à son importance dans l'histoire. Il est important parce que c'est leur enfant, parce qu'il découvre ses pouvoirs, parce que c'est difficile de le garder, blablabla. Mais à un moment donné, il est vraiment trop présent. On sent vraiment que Brad Bird a voulu cacher un petit peu, je pense qu'il en a complètement conscience, la vacuité un peu du scénario par rapport au côté fondamental de l'histoire du premier, je trouve. Celui-là l'est quand même un peu moins. Ça inverse des codes aussi sociétaux, donc c'est toujours délicat de dire ça, hein. La mère va travailler, le père garde et puis il n'y arrive pas, il doit apprendre à ravaler son orgueil de mâle un peu déplacé. Tout ça est vraiment classe, est vraiment bien fait, mais n'est pas poussé à bout, ce qui fait que le scénario, comme je le disais avant, manque d'intensité. Mais en l'occurrence, le trajet de Jack Jack, c'est un peu un gimmick, c'est drôle, moi j'ai beaucoup rigolé, il y a plein de moments dans le film, c'est difficile de me faire rire au cinéma, mais là il y a vraiment plein de moments où j'ai ri, vraiment sincèrement, mais en même temps il est très présent, quoi, alors que c'est pas lui à mon avis le personnage central de l'histoire. C'est le personnage central de la famille parce qu'il se retrouve autour de lui, ça je veux bien l'entendre, mais c'est clairement de mon point de vue pas lui qui aurait dû être autant présent.
C'est pas grave, ça donne lieu à plein de séquences très drôles, à des moments... bah, il a un côté un petit peu... je connais pas son nom, c'est un raton laveur, c'est ça? Non, un écureuil. L'écureuil de l'âge des glaces. Il m'a fait un peu penser à ça. Il est vraiment omniprésent dans le gag. Alors heureusement, c'est pas autant que l'âge des glaces, c'est pas genre la narration s'arrête, tiens, vous allez à un moment avec l'écureuil et boum, on reprendra l'histoire, je crois que ça s'appelle Scrat. Et on reprendra l'histoire après, comme c'est le cas dans l'âge des glaces, que je trouvais assez insupportable d'ailleurs, pour le coup. Mais il faudrait que je les revoie pour pouvoir critiquer. Là, je balance un peu un caillou facilement, là. Ça fait un moment que je les ai pas vus. C'est pas des films auxquels j'ai accroché, de toute façon, l'âge des glaces. Et là, il y a un petit peu ce côté-là, même si c'est quand même plutôt bien intégré dans l'histoire. Il y a juste un moment, notamment, où il est confronté face à un personnage, vous ne pourrez pas rater ça, hein, c'est dans les bandes annonces déjà en plus, mais je ne vais pas spoiler malgré tout, où là, vraiment, c'est vraiment du faisons des vannes avec Jack Jack. Rien de plus. On découvre d'autres pouvoirs, mais je trouve, comme il n'y a pas d'autres personnages qui est là, je pense vraiment que c'est essentiellement dû au fait qu'ils voulaient s'amuser avec Jack Jack et ils ont eu cette idée de séquence et ils l'ont gardée. Pas de souci avec ça, mais il faut être clair que ça a tendance à alourdir l'histoire, ou tout simplement ça cache, comme je disais, plutôt bien le fait que l'histoire est un peu vide, un peu. Parce que le propos de fond sur la manipulation des médias, voilà, je suis obligé de parler d'un moment de mise en scène, mais juste, c'est brillant. Et Elastigirl a donc mis un traceur qui lui permet, je vous passe les détails, de retrouver, grâce au signal émis par une vidéo postée par le méchant à la télé, où se trouve le méchant. Et en y allant, on la voit se balader de toit en toit, suivre les ondes dans la nuit, comme ça, entre les immeubles. C'est une très belle séquence, il y a un côté Batman, c'est magnifique. J'adorerais voir une séquence comme ça dans un Batman. Ce serait très 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 beau. Bref, peu importe. Et... pardon, excusez-moi. Et pendant qu'elle se déplace, on a un monologue du méchant sur pourquoi il fait ce qu'il fait, où il critique l'omniprésence des médias et le côté opium du peuple des médias. C'est excellent. Parce que c'est une séquence visuelle, donc on entend très très bien ce que dit le méchant, et on sent très bien que Pixar, mais probablement Brad Bird surtout, a quelque chose à dire sur les médias et la télévision. C'est génial. J'ai rarement entendu un truc aussi costaud, aussi critique de la télé, et de la production de cinéma en général d'ailleurs, je pense, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revoie le film pour assumer ça complètement, qui est critique à ce point-là. C'est critique à fond. Mais c'est tellement bien intégré dans le film, ça passe tellement dans le genre, oui, le méchant par un monologue raconte son délire, que le second degré, le second niveau de lecture, qui est de dire, je vous crache à la gueule télévision, vous êtes un opium du peuple et vous endormez les gens et c'est très très grave et vous ne devriez pas faire ça, que finalement les motivations du méchant sont non seulement intéressantes, mais en plus, on a une excellente critique de l'audiovisuel dans un film pour la famille. Ça aussi, c'est le côté, je trouve, génial de Brad Bird. Excellente séquence en termes de mise en scène, encore une fois. Vous allez voir, en plus, je suis sûr que, je l'ai vu une fois au cinéma, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je suis sûr que les moments où Elastigirl cherche l'onde pour retrouver le signal, pour la direction où elle doit aller, ça doit être des moments précis où la voix évoque notamment des moments d'ambiguïté et des moments dangereux de la société, parce que justement, ça rejoint le danger qui se rapproche d'elle. Et le fait que, voilà, cette manipulation est grave. Enfin voilà, il y a vraiment une... c'est absolument brillant. En termes de mise en scène, absolument brillant. Je peux enchaîner sur... Bon, j'ai parlé des personnages, excusez-moi, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé un peu de la mise en scène. Une chose qui est pour moi aussi un petit peu étonnante dans ce film, l'un des autres aspects que j'ai envie d'aborder des Indestructibles 2, c'est notamment le dynamisme de la mise en scène, comme je le disais. Une des choses qui me plaît beaucoup chez Brad Bird, c'est la capacité à un moment donné à faire en sorte que l'histoire soit comme un lance-pierre. Elle se pose, elle prend son temps pour se mettre en scène, elle a déjà de la dynamique à ce moment-là, elle est lancée de manière avec de l'adrénaline, entre guillemets, le plus possible. Ensuite, elle se pose, elle s'ancre dans quelque chose de vraisemblable, une histoire de famille, un père qui doit s'occuper de ses enfants, une fille qui doit se confronter à son adolescence, un petit garçon qui essaie de trouver sa place dans sa famille, un bébé qui découvre tout doucement, comme tout bébé, qui marche de plus en plus, qui fait de plus en plus de bêtises et il faut le surveiller. Tout simplement, son potentiel de petit enfant commence à devenir de plus en plus réel. Une mère qui doit aller travailler et qui ne voit donc plus ses enfants, qui a un peu de culpabilité, mais en même temps qui est super contente de faire un travail qu'elle adore, et en plus elle le fait très très bien. Donc voilà.
Et dans ce contexte vraisemblable, à un moment donné, on fait ressurgir un personnage qui, lui, a quelque chose de fondamental à défendre. Dans le premier film, c'est quelqu'un qui veut juste prouver qu'on n'a pas besoin d'être spécial, qu'il y a une haine contre les personnes spéciales particulières parce que il a été rejeté un jour par son idole. Et dans le deuxième, c'est quelqu'un qui a vraiment un rejet de l'image ou de la nature super-héroïque parce qu'elle permet de la manipulation et d'endormir les gens sur des choses plus importantes. C'est exactement ce que fait le cinéma de blockbuster hollywoodien aux États-Unis. Donc voilà, c'est un film qui quelque part crache dans la soupe, mais Brad Bird a toujours été comme ça, il a toujours traité des sujets de fond comme ça. Et donc sur cette base, il y a vraiment à un moment donné cette capacité à introduire l'histoire de l'hypnotiseur assez bien et de manière assez tranchée en termes de mise en scène, en utilisant la nuit, en ayant cette fameuse séquence de combat stroboscopique, en utilisant un effet, l'hypnotiseur quand il hypnotise les gens, il y a un côté comme ça, assez glauque qui est très réussi. Bref, et cet effet élastique-là fonctionne jusqu'au bout. Le film dure 2 heures, il n'y a aucun souci. C'est quand même balèze de réussir à faire ça. Je sais que le film a été critiqué notamment sur le fait que le scénario est moins puissant que le scénario premier, c'est vrai, c'est incontestable. Mais la dynamique de la narration chez Brad Bird, je trouve qu'elle sauve tout, absolument tout. Ce film ne traite pas forcément quelque chose d'aussi fondamental que dans le premier, mais ce qu'il traite, il le traite très très bien. Et la question des médias, ce fameux passage dont j'ai parlé juste avant, que j'ai décrit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est efficace! Bref, je ne vais pas redire qu'il est très très bon, parce qu'on va me dire que je passe encore 1h30 à faire de la dithyrambe. Bref. Une chose que je voulais souligner, par contre, et que j'ai entendu une critique, et qui pour moi-même est aussi une critique, c'est ce choix très étrange. Pour moi, c'est très étrange. Je pensais vraiment que Brad Bird en tiendrait compte et qu'il ferait pas ça, tout simplement, parce que je pense que ça ne marche pas. C'est l'idée que Les Indestructibles 2 est la suite directe des Indestructibles 1. C'est-à-dire, vous mettez Les Indestructibles 1, vous le regardez, dernière séquence, vous prenez Les Indestructibles 2, vous le regardez, première séquence, c'est la fin du 1. Quelque part, j'entends, narrativement parlant, j'ai rien à dire. C'est juste que la 3D en 15 ans a fait un bond en avant, et donc il a fallu faire évoluer, évidemment, à cause de la HD notamment, le design des personnages. Et là, par contre, j'entends très bien les critiques qui ont été faites sur le fait que le design des personnages est inégal. Si vous regardez à nouveau Les Indestructibles maintenant, les personnages avaient un petit côté chewing-gum, dans le visage notamment, qui de mon point de vue fonctionnait bien avec le côté stylisation. Les Indestructibles ont un peu un style visuel années 60, vous voyez, super-héros des années 60-70, qui fonctionnait très très bien, puisqu'elle était le dynamisme de leurs actions, la violence à laquelle ils s'étaient confrontés, la violence du contexte, les rendait vraisemblables au-delà du côté collant, cagoule et ainsi de suite, très années 60-70, comme je disais. Là, avec l'évolution de la HD, le film évolue un petit peu, et je dirais par moments que ça pose problème. Autant j'ai pas eu trop de soucis avec le design des personnages de Bob et de Helen, autant notamment pardon, la fille, j'oublie son nom là d'un seul coup. Bref, ne m'a pas posé souci. Autant Flèche, j'ai eu l'impression qu'il avait pris 50 les deux films, alors que le film est l'un derrière l'autre. Et pour moi, c'était inévitable qu'il y ait ce genre de problème. Le contraste entre le premier et le deuxième est vraiment très fort. Je sais pas comment on peut faire maintenant pour regarder le 1 et le 2 à la suite. C'est juste pas les mêmes visuels. Il y a quelque chose comme ça qui matche pas. Et je pense que ça va créer un problème dans le fait de voir ces films comme la suite de l'un de l'autre. Je m'attendais vraiment à ce que Brad Bird travaille au contraire à styliser de nouveau la HD actuelle pour retrouver le style visuel du film de 2003. Et là, j'aurais trouvé ça assez génial. Et je pense qu'ils avaient les moyens de le faire et qu'ils auraient dû trouver comment le faire. Parce que tel quel, c'est bizarre, mais on dirait pas une suite. On dirait une version 2.0. Et je trouve qu'en termes de film d'animation, c'est encore pire parce que ça a tendance à nous faire... J'ai eu l'impression au début du film de découvrir d'autres personnages. Je vais être clair, pourquoi je dis tout ça. C'est pas parce que je me suis dit j'ai envie de faire mon malin et de parler pendant encore plus longtemps, de respecter mon pseudo, mais non, c'est juste que dans le film, au début du film, je me suis rendu compte que je regardais les visages et que je me disais mais c'est pas tout à fait sa tronche. J'étais en train de me dire c'est pas tout à fait sa tronche, c'est pas tout à fait lui, c'est pas tout à fait elle. Et ça, c'est un vrai signe. Ça ne veut pas dire que ça m'a dérangé, ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon, ça ne veut pas dire que les nouveaux personnages ne fonctionnent pas, bien au contraire. Notamment dans les personnages du frère et de la sœur qui sont milliardaires, là. Je trouve que ça rajoute beaucoup de nuances dans leur jeu, dans leur visage, dans les soupçons qu'on peut avoir envers eux, évidemment.
Et c'est un plus en termes de narration. Mais je trouve qu'en termes de suite, ça gratte un peu. On peut pas mater le 1 et le 2 derrière. Je trouve que ça ne marche pas. Peut-être que je vais le faire et vous dire plus tard que j'ai eu tort, quand je ferai mon avant le film et mon après le film sur les Indestructibles 1 notamment. Peut-être même que je parlerai des Indestructibles 2. Oh oui, ça sent le truc double épisode à tous les coups. Comment ça, j'ai fait un épisode de 40 minutes sur Avatar et je risque de faire d'une heure 30 sur les Indestructibles. Alors oui, mais je vais quand même beaucoup bosser pour que ce soit plus efficace, hein, parce que Avatar, je pense qu'il y a des couloirs narratifs, c'est juste pas possible. Bref, je vais arrêter de vous parler de ma cuisine. Tout ça pour dire, ça m'a un petit peu dérangé, ça m'a un petit peu bloqué, et je pense que ça ne marche pas. Il y a un côté 2.0 qui limite et critique le premier. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut anticiper quand on fait une suite d'un film 15 ans plus tard, notamment avec l'évolution de la HD, de la 3D, et de tout ce qu'on peut faire dans les jeux vidéo, et ainsi de suite, en termes de réalisme, de vraisemblance, de stylisation aussi. Il y avait vraiment d'autres solutions possibles. J'aurais presque préféré que le film retourne vers de l'animation dessinée, ça m'aurait moins choqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de la continuité à trouver dans l'état d'esprit. Là, je ne trouve pas que graphiquement ce soit le cas en termes de texture. En termes graphiques, évidemment que la suite est nickel, les personnages se ressemblent, il n'y a pas à dire. C'est vraiment quelque chose de subtil, c'est une sensation de retrouver un univers. Et mine de rien, le film est une suite. Il ne s'est pas appelé Les Indestructibles 2.0, il s'est appelé Les Indestructibles 2. Et sur ce point-là, forcément, il y a une attente, mine de rien. Alors, je modère tout de suite ce que je suis en train de dire. J'ai trouvé le design des personnages excellent. J'ai trouvé qu'on avait des séquences, notamment de dialogue et de mise en scène très réussies, encore une fois. J'ai beaucoup aimé notamment les moments où on retrouve Edna. J'ai trouvé que beaucoup de gens ont trouvé que c'était artificiel et qu'elle était un petit peu bombardée dans le film parce qu'elle devait être que dans le cahier des charges. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle s'intègre très, très bien, notamment par rapport à son importance, par rapport à Jack. Mais au-delà de ça, je vois pas qui d'autre Bob aurait pu aller voir. C'est ça qui me paraît cohérent là-dessus. Et qui fonctionne de manière assez étonnante, ce qui rend la séquence très drôle, surprenante de bien des points. Et pourtant, ça reste une blague gimmick. On fait une blague avec Jack dans la narration, j'en ai conscience. Mais je trouve celle-là, par contre, s'intègre beaucoup mieux dans l'histoire. Enfin bref. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Enfin voilà, je crois pas que j'ai grand chose à rajouter sur Les Indestructibles 2, à part de vous dire de courir le voir au cinéma. Regardez les films de Brad Bird au cinéma, ne ratez pas ça. Quitte à voir un film cet été, voyez Les Indestructibles 2. Ouais, je sais, j'en rajoute, mais le fait est que la mise en scène est tellement bien foutue. Si ça vous intéresse un peu la mise en scène, allez voir ça. Il y a plein d'autres très bons films cet été, mais celui-là quand même, quelle claque. Nom de Dieu, quelle claque. En termes de mise en scène, waouh! On en est sorti avec ma compagne, on avait la banane, quand on était content. Ça fait plaisir d'avoir des films aussi efficaces, qui te font du bien, qui sont drôles, qui sont dynamiques. Et même si sur le fond, c'est vrai, ça va pas aussi loin, c'est un peu décevant par rapport au premier qui était beaucoup plus fondamental sur la question de la famille, sur la question de la vie et de la mort, sur la question de ce qu'est le rôle d'un super-héros. Celui-là, il y a des questions fondamentales qui sont posées, mais qui sont moins intenses, ça va moins loin. Après, perso, je pense que c'est la fin de la série. Il me semble que la fin conclut les choses. Mais s'il devait faire un Indestructible 3, j'aurais toujours confiance en Brad Bird pour aller plus loin et pour se dire, cette fois-ci, on fait un scénar un peu plus loin, on pousse le truc jusqu'au bout et on s'énerve. Et c'est parce que si on fait une trilogie, on ne peut pas ne rater Indestructible 3. C'est pas possible, on ne peut pas arriver avec un scénario, entre guillemets, qui monte pas plus dans l'intensité. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. La musique de Michael Giacchino est fabuleuse, évidemment. Mais ça, je m'y attendais. Voilà, je crois que j'ai pas pris de notes, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps, donc j'aurais peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave. Au pire, je rajouterai une coda. Je m'amuse trop à vous parler des films de Brad Bird. Merci beaucoup de votre écoute. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de H-Show. Tweetez, likez, Instagrammez, surtout commentez. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément sur Facebook, sur Twitter, sur les commentaires YouTube, et partagez évidemment si vous avez aimé, si vous avez envie d'avoir d'autres personnes qui donneront leur avis, ça m'intéresserait énormément. J'ai eu dernièrement des très bonnes critiques, notamment de Suicide Squad, de Justice League et tout ça, c'était très très intéressant. Merci à celui qui a fait les retours, il se reconnaîtra, celui ou celle d'ailleurs qui a fait les retours. Merci beaucoup, ça fait plaisir, n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément, je réponds à chaque fois. Et je vous dis à bientôt tout simplement pour un prochain épisode de H-Show. Salut les amis, ciao ciao.